Ça fait 8 mois que je travaille avec Rich Abetz, qui est un des coachs en entreprise et en leadership les plus reconnus. Pas le plus connu, parce qu'il travaille dans l'ombre, mais qui a un réseau à l'international. Et s'il m'a appris une chose, c'est qu'il y a 3 lois à la performance. Et c'est pour ça qu'il m'a recommandé de lire un livre que je veux partager avec toi aujourd'hui. C'est The Three Laws of Performance de Zafron et Logan. Donc les 3 lois de la performance. Et franchement, ce livre, c'est une pépite pour tout leader d'entreprise, pour toute personne qui travaille à la transformation. Parce qu'en fait, il va aller à contre-courant de l'approche traditionnelle du changement. Tu vois, la plupart des tentatives de changement, elles vont se concentrer sur la résolution de problèmes dans le passé ou à modifier des systèmes présents. Mais la véritable transformation, en fait, elle vient dans la réécriture du futur, dans la création de nouvelles possibilités. C'est tout le travail que je m'attelle à faire depuis 8 mois avec Rich, dans ma vie personnelle, dans mon business, avec mes clients. Et comparé à tout ce que j'ai pu faire, dire et écrire précédemment, c'est un game changer énorme. Donc si jamais tu es intéressé par changer quelque chose, mais vraiment en profondeur, pour toi, dans ta famille, dans ta relation aux autres, si tu es un leader, un CEO, un dirigeant, un founder d'une entreprise et que tu travailles à la transformation de la culture de ton entreprise, que tu vois qu'il y a un truc qui cloche, que la performance de tes collaborateurs, de ton board, tout ça, n'est pas au rendez-vous, tu veux vraiment regarder cette vidéo. Elle va être complète, j'ai mes notes parce que je ne veux rien louper. Ce livre, c'est une pépite et le travail que j'ai fait, c'en est l'expression. Donc vraiment, reste avec moi. Je te disais que l'approche traditionnelle du changement, comme elle est présentée, comme étant ancrée dans le passé ou dans la modification de systèmes, tout ça, ça fonctionne vraiment. Mais si tu veux aller au cœur des choses, tu veux voir un truc. C'est le futur par défaut. Les gens vivent tous dans un futur par défaut. Toi, moi, mes voisins, on a tous un futur par défaut. C'est une histoire qu'on croit inévitable, même si c'est totalement inconscient. Cette histoire, en fait, elle ne va pas juste gouverner ce que tu fais, elle va gouverner qui tu es. Elle va gouverner tes comportements, tes attentes et les résultats que tu attends des attentes. C'est super sournois, c'est super discret. Sans traiter ce futur par défaut, en fait, tous les efforts de changement sont superficiels. C'est comme si tu plantais des graines dans un terreau pourri, un terreau sec, un terreau qui n'a aucune valeur organique. Le truc, c'est que la plupart de ces terreaux sont omniprésents. C'est ceux que tu trouves à Lidl, c'est ceux que tu trouves dans toutes les grandes surfaces, où ils te le vendent à 2 euros les 5 kilos. Ça vaut rien, tu l'ouvres, c'est du sable, c'est de la poussière, mais les gens l'achètent et après ils disent ah, mes tomates cerises ne poussent pas. C'est pareil dans la vie, c'est pareil avec les êtres humains, avec les actions, avec les comportements, avec les manières de percevoir les choses. Ce que tu veux, c'est un terreau de qualité. Donc ouais, quand tu vas chez Gamme Vert, quand tu vas chez Paquet Jardin, toutes ces entreprises de jardinerie, ton terreau, tu vas le payer 4, 5, 6 fois plus cher. Et tu te dis, mais c'est quoi la différence? Quand tu ouvres le sac, tu la vois et tu la sens. Le terreau est foncé, le terreau est humide, c'est presque de la boue. Mais tu sais que si tu plantes tes tomates cerises dedans, elles ont le bon terreau pour, si tu les plantes au bon moment, et qu'il y a le bon soleil, il y a la bonne quantité d'eau, elles vont pousser. C'est inévitable, parce que tu les as plantées dans le bon terreau. Donc tu vois, les auteurs, Zafron et Logan d'ailleurs, qui ont écrit ce livre, je ne sais plus si je l'ai dit, ils proposent donc 3 lois, comme le mentionne le titre. Et en fait, ils expliquent surtout comment la performance peut être radicalement transformée une fois que le futur est abordé consciemment au sein d'une organisation, mais au sein de ta vie aussi. La loi numéro 1, c'est la performance des gens est corrélée à la manière dont les situations leur apparaissent. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mes notes le sont peut-être un peu. Mais cette loi, en fait, elle est fondamentale. Et elle dit quelque chose de très simple. C'est que la manière dont tu perçois la réalité, c'est pas la réalité. Ou on va plutôt dire l'inverse. Il y a une réalité qui est omniprésente pour toi, pour moi, pour tout le monde. C'est ce qui est. De manière factuelle, pas positif, pas négatif. Il fait beau, il fait beau. Ça, tu vois, c'est un contexte, c'est une histoire, c'est quelque chose que je suis en train de créer, donc c'est totalement faux. Pour te montrer à quel point c'est engrainé en nous. Il y a du ciel bleu, il y a des nuages, il y a de l'eau qui tombe du ciel. C'est un fait. La manière dont on va interpréter ça,
C'est de se dire, oh il pleut, mon futur par défaut c'est s'il pleut, oh je vais rester enfermé toute la journée, je peux rien faire parce que si je sors je vais être mouillé. Ok, futur par défaut qui conditionne ton comportement et tes actions. C'est vrai partout comme ça. Qu'est-ce qui fait que parce qu'il pleut, tu restes enfermé chez toi? Simplement parce que toi, dans ta manière de voir les choses, tu dis je ne veux pas être mouillé, si je sors, je vais l'être, je n'aime pas ça, donc je reste chez moi. Donc mon futur par défaut, si je me lève et qu'il pleut à verse, c'est que oh la journée va être chiante parce que je vais rester enfermé chez moi. Est-ce que c'est la réalité? Pas du tout. Je viens du sud de la France, j'ai vécu 5 ans à Lille, ça m'a appris à vivre avec la pluie, même si maintenant avec le changement climatique il pleut moins. Mais c'est une réalité. J'aime aller courir sous la pluie, j'aime aller faire du vélo sous la pluie, et quand il pleut, c'est cool, je suis content pour la nature, je suis content pour plein de choses. Parce que mon futur par défaut, identifié au travers de il pleut, était avant ah il pleut, le gars du sud, à ok cool, il pleut, c'est chouette, ça va faire pousser les plantes, on en a besoin, ça va remplir une nappe phréatique, et ça m'empêche en rien de sortir. Cette loi fondamentale en fait donc elle stipule que les gens vont pas réagir à la réalité elle-même, mais donc à la manière dont ils la perçoivent. La performance, en fait, ça fait qu'elle est déterminée par la perception. La performance d'une entreprise, la performance d'une personne par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'elle veut créer, c'est simplement déterminé par la perception. Le truc, c'est que cette perception, elle est elle-même façonnée par différentes choses, comme le contexte, les émotions qu'on ressent, et surtout le langage. Au début, je te parlais d'occurrence. C'est hyper important de comprendre ce qu'est une occurrence. Il faut savoir que les travaux de Zafron et Logan sont inspirés du Landmark Forum, eux-mêmes inspirés des travaux de Werner Erhard, qui il n'a pas écrit de livre en tant que tel, mais il y a deux chercheurs, notamment du MIT et je sais plus, et de Stanford, qui ont écrit ce pavé. Tu vois. J'en ai lu une partie. Il me sert plus à quel est mon iPad aujourd'hui, parce que c'est illisible. Ce sont vraiment des chercheurs qui ont essayé de comprendre ce qui est l'approche ontologique des choses. Donc la création du futur et de la réalité à travers le langage. Le truc, c'est qu'une occurrence, tu vois, je te disais juste avant que la performance, elle est déterminée par la perception. Une occurrence, ça va bien au-delà d'une simple perception. Une occurrence, en fait, elle va inclure ton interprétation des faits, elle va inclure tes attentes du futur, elle va inclure le contexte émotionnel dans lequel tu es, et tout ça, c'est créé à travers le futur par défaut que tu as en tête. C'est vraiment, en fait, comment dire, tu vois, une lentille, comme si je regardais systématiquement à travers une lentille. Et tout mon spectre, toute ma vie, c'était ça, c'était regarder à travers cette lentille. Et du moment où je l'enlève, je vois un monde radicalement différent. Cette lentille, elle est polluée par mes émotions, elle est polluée par ce que je pense, elle est polluée par ce que je crois, elle est polluée parce que la culture, mes parents, ma société m'a inculqué, par la manière dont j'ai interprété les événements de mon passé. Tout ça, ça crée cette lentille totalement déformante. Ce point, il est essentiel. Parce que tu vois, les dirigeants, ils oublient souvent que les personnes ont des perceptions qui sont personnelles. Que c'est pas parce qu'ils ont dit une fois un truc et qu'ils ont fait une super banderole, un super plan à 3 ou 5 ans, qu'ils ont embauché les plus gros cabinets de conseil et de communication pour marteler l'esprit des collaborateurs, genre un peu je vais t'engrainer ça dans le cerveau, ils pensent que ça va fonctionner. Le truc, c'est que on a tous une relation absolument différente au même événement. Parce que la performance, elle ne commence pas par la logique. Elle commence par la manière dont les choses sont perçues individuellement. Et changer la performance d'une entreprise, changer ton niveau de performance, ça commence par une simple question. C'est comment est-ce que la situation, comment est-ce que le projet, comment est-ce que la mission de l'entreprise, comment est-ce que la vision que je présente, comment est-ce que la vision que j'ai de ma vie est perçue par les personnes que ça concerne. Quand moi, j'ai une envie de changement et que je crée une vision, tu vois, il y a des vision boards, plein de trucs, la pensée positive, tous ces trucs super qui ont un intérêt. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, ça a un intérêt. Néanmoins, ça va dépeindre. Enfin, tu vas créer une image qui est basée sur un terreau qui n'est pas fertile parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas faites, on va le voir juste après. Mais surtout, ça demande énormément d'énergie. Avec un résultat qui est vraiment pas terrible. Ce que tu veux savoir en fait, si tu es un leader dans une entreprise et que tu lances un nouveau projet, que ce soit un changement culturel,
tu veux réengager certains collaborateurs, tu lances un nouveau projet, tu fais une bifurcation dans ta boîte, tu as une nouvelle direction à prendre. C'est vraiment comprendre comment la situation est perçue à titre individuel. C'est là où la majorité des leaders se plantent. J'avais la discussion hier avec une cliente. Le truc, c'est que les leaders, souvent, sont promus à des postes de leader parce que c'était de très bons experts. Ils étaient très bons pour résoudre des problèmes, très bons pour répondre à des questions techniques. Le truc, c'est que c'est pas ce qu'on attend d'un leader. Mais le leader, il commence à être l'expert. Parce qu'en fait, son ego a été nourri de ça. Son ego a été nourri de j'ai la réponse à tout ça. Et justement, il a été largement récompensé pour ça. Financièrement, en termes de gravir les échelons de la société, le statut social, en termes de perception, de pouvoir, tout ça, il a été récompensé parce que c'est le meilleur expert, parce qu'il a réponse à tout, parce qu'il sait résoudre des problèmes. Mais en fait, le leader, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des discussions. Des conversations, pas des discussions. Les discussions, ça a une tendance frivole, c'est léger. Une conversation, c'est quelque chose de cadré et de sérieux. Le coaching est une conversation, c'est pas une simple discussion. C'est une conversation avec un but et des répercussions. Un leader veut s'inspirer de cette définition de la conversation. Il veut avoir des conversations avec ses collaborateurs. Un CEO, un founder, va avoir des conversations avec chaque membre de son board. Je sais, il y en a beaucoup que ça fait chier. Mais grande nouvelle, c'est le boulot d'un leader. C'est d'avoir des discussions, pas forcément confortables. D'avoir les discussions de l'éléphant qui est dans la pièce. Vraiment. Mais c'est ce que les leaders ne font pas. Ils vont se cacher derrière de l'expertise. Même beaucoup de leaders, moi je l'ai fait ça pendant des années, c'est créer des situations, créer des problèmes eux-mêmes, parce qu'ils sont tellement bons à résoudre ces problèmes, que vu qu'ils ont du temps à gaspiller et de l'énergie à revendre, ils vont créer leurs propres problèmes, leurs propres challenges, leurs propres défis, pour pouvoir les résoudre. Aussi simple que ça. Parce qu'ils ont un futur par défaut, qu'ils ne voient pas. Le futur par défaut, donc c'est ce que les gens croient qu'il va se passer. Pas intellectuellement, hein. C'est gravé dans leurs os, d'une certaine manière. C'est l'image qui me vient. C'est un truc qui vient en arrière-plan, qui chuchote. C'est cette petite voix en fait qui te dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Non, fais pas ça, non, fais ça. Tu devrais pas faire ça, regarde comme on est bien ici. Tout ça, c'est ce futur par défaut qui va guider ton action et qui va créer l'état d'esprit dans lequel tu fais les choses. Tu vois, quand j'étais encore dans l'univers de la banque privée, il y avait toute cette digitalisation qui arrivait. Et j'entendais tous les collaborateurs qui disaient de toute façon ici il n'y a rien qui change, la digitalisation c'est quelque chose qu'on va mettre en place mais ça va encore foirer parce que c'est toujours pareil. Il y a un futur par défaut derrière. Dans l'esprit de ce collaborateur, c'est que quoi que fasse une entreprise, quoi que fassent les leaders, il n'y a rien qui se passe derrière. C'est que de belles paroles. Il y a peut-être une réalité là-dedans. Mais le truc, c'est que même si ce leader va lancer un programme, et pour le coup, je sais que les programmes dans lesquels j'avais été impliqué apportaient une valeur énorme pour les clients, une facilité énorme pour les collaborateurs, mais du moment où le collaborateur vit dans ce futur par défaut, que dans tous les cas, ça ne changera rien, devine ce qu'il se passe. Il ne se passe rien. Parce que juste le fait de vivre dans ce futur par défaut, ça conditionne notre manière de réagir à cette nouvelle possibilité. Et tu vas voir, on va en parler. Dans les lois, on va parler de plus en plus de création de possibilités. C'est ça le rôle du leader. Donc en fait, si tu veux provoquer un vrai changement, il faut rendre le futur par défaut visible. C'est ce que mon coach Rich a fait avec moi. C'est ce qu'il fait avec ses clients, c'est ce que je fais avec les miens. C'est voir ce futur en fait que tu ne vois pas actuellement. Ce truc linéaire par défaut où tu te dis totalement inconsciemment que dans tous les cas, ça c'est ce qui est disponible pour toi. Ça c'est ce qui est possible. Ça c'est ce que tu peux réaliser. Ça c'est dans tes cordes. Mais vu que tu ne le vois pas, tu te diriges directement là-dedans parce que toutes tes actions, tout ton état d'esprit, ton état émotionnel, tout va dans cette direction. Absolument tout. Donc le premier rôle en fait d'un leader, et moi d'un coach en fait, c'est de faire voir ce futur, de le rendre visible, de faire voir ce futur par défaut, et en fait de le remettre en question, de le démonter pièce par pièce. Parce que tant que ce futur par défaut n'est pas vu et n'est pas démonté, il reste invisible.
Et si tu veux combattre quelque chose, même si j'aime pas cette vision un peu guerrière des choses, si tu veux combattre quelque chose, tu veux combattre un ennemi, c'est mieux de connaître son visage, c'est mieux de voir ses armes, c'est mieux de voir sa tronche, sa taille, son poids, s'il a des équipements sur lui ou pas, plutôt que de combattre avec un bandeau dans une pièce dans le noir. Tu as 100% de chance de te faire latter. Clairement. La loi numéro 2, c'est que la manière dont une situation apparaît émerge du langage. Là, on approche de, justement, l'approche de Werner Erhard, speaking being, l'approche ontologique des choses. Le langage, il décrit pas seulement la réalité. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on nous enseigne. Mais il la génère. Il la génère de toutes pièces. Et c'est incroyable à quel point je m'en rends de plus en plus compte à faire ce travail, moi-même. À titre perso, pour ma famille, sur mon business, avec mes clients, en fait, il va générer, il va façonner toute ton expérience du monde. Tu n'as qu'à voir, par rapport à un même événement, comment une personne, ou comment une entreprise, comment une organisation va se comporter en disant cet événement est un désastre et cet événement est un défi. C'est le même événement, il se passe les mêmes choses. Si tu dis que c'est un désastre, devine ce qui va se passer. Quelle énergie est générée? Dans quelle direction tu te lances? Avec quelle énergie tu fais les choses? Alors que si tu dis c'est un défi, il y a du jeu, il y a de la curiosité. Pourtant, c'est le même événement. Mais d'un côté, tu es dans la peur, d'un côté, tu es dans la créativité. D'un côté, il n'y a que de l'impossibilité, il n'y a que des problèmes. Dans l'autre, il n'y a que des possibilités et de la création pure. La majorité des organisations gèrent des crises. La majorité des organisations gèrent des crises. Quand je parle à des entrepreneurs, que ce soit des clients à moi ou des personnes avec qui j'échange lors de rendez-vous informels, quand je leur dis « mais c'est quoi ton job en fait ?»« Ah, mon métier c'est de gérer les crises. » Mais devine ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Quand un entrepreneur, quand un founder, quand un CEO dit que son métier c'est de gérer des crises, qu'est-ce qui découle en dessous? C'est une culture du stress? C'est une culture de la pression? Parce qu'il n'y a pas des défis, il n'y a que des problèmes. Tu vois, le langage va vraiment créer l'expérience. Les leaders qui maîtrisent le langage, ils peuvent modifier la manière dont les situations apparaissent. Et en fait, c'est ça le rôle d'un leader. C'est pas de motiver, c'est pas d'avoir du charisme, c'est d'avoir des conversations. C'est d'emporter les gens avec lui. Parce que c'est ça qui crée la performance. C'est de générer les bons mots, le bon contexte, le bon framing autour d'un événement. Et d'embarquer les personnes qui veulent être embarquées à l'intérieur. Le langage va vraiment créer toute l'expérience. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont peur des serpents et d'autres non. C'est pour ça que moi je n'ai pas peur du serpent et ma femme en est terrifiée. Il n'y a pas de gêne de la peur du serpent. Juste dans mon esprit, quand je vois un serpent, je me dis putain, trop cool, c'est rare d'en voir. Je sais que c'est dangereux, donc je prends mes distances, je ne vais pas me faire piquer par une vipère quand je suis dans le Vercors. Mais je suis super content de voir une vipère. Ça n'arrive pas tous les jours. La majorité des personnes ne voient jamais un serpent dans la nature. Il y a d'autres personnes qui le voient, qui disent « Ah, menace, coup de pelle, je le tue ». Beaucoup d'ailleurs de personnes voient les menaces au sein des entreprises comme ça. « Ah, menace, il faut la tuer ». Pourquoi? Il y a plein de choses à apprendre de ça. Mais la manière dont on va le verbaliser, la manière dont on va créer les choses à travers nos langages, va générer une expérience. Tu vois, dans mes notes, j'ai parlé de la gestion de crise, mais je le vois, et l'exemple vaut le coup d'être répété. Prends une entreprise qui parle constamment de gestion de crise. Constamment. Ça crée une culture de l'urgence, une culture du stress. Prends une autre entreprise, compare-la à une autre entreprise qui va parler systématiquement de progrès, de percée, d'avancer. Les défis vont peut-être être exactement similaires. Ça peut être deux concurrents sur le même marché qui vendent les mêmes solutions, les mêmes services, les mêmes produits. On s'en fout en fait. Elles sont dans le même bain. Mais d'un côté et de l'autre, l'énergie et les actions sont opposées. L'énergie de la première est dans la peur, l'énergie de la seconde est dans la possibilité, dans la créativité. Les actions de la seconde, enfin de la première, vont être basées sur la survie. Alors que la deuxième, ces actions vont être basées sur le développement, sur la croissance, sur les possibilités. C'est cool, il y a plein de trucs possibles qui se passent, c'est génial. Le langage, c'est stéro, dont on parlait au début. C'est vraiment stéro, fertile ou infertile dans lequel tu plantes les choses. Le truc, c'est que la majorité des coachs, la majorité des consultants, la majorité
je sais même pas comment dire, des hommes de confiance qui travaillent avec les entreprises vendent des stratégies, vendent des techniques, vendent des concepts, vendent des idées, vendent des tips, des habitudes à mettre en place. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne jamais? Simplement parce que c'est pas, les graines ne sont pas plantées dans un terreau qui est fertile. Tu peux planter la meilleure graine, la plus chère, de la meilleure qualité, le meilleur germe dans une terre pourrie, dans une terre sèche, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, même dans du sable, ça ne poussera pas. Et c'est normal, c'est un principe physique. Toi, ce que tu veux, c'est planter la bonne graine dans le bon terreau. Et pour ça, en fait, il y a un truc qui est indispensable, c'est que tu dois compléter le passé. Compléter le passé, c'est essentiel pour toute transformation. Toute transformation est impossible. Transformation personnelle d'une organisation, d'un projet, d'une entreprise est absolument impossible tant que le passé n'a pas été mis sur la table, posé à plat et bouclé, complété. Parce qu'en fait, les événements qui n'ont pas été clôturés sont des boucles ouvertes. Les boucles ouvertes génèrent de la tension, génèrent de l'incompréhension, génèrent en fait des boucles comportementales et d'actions qui engendrent des résultats qui sont tellement profondes et inconscientes qu'on ne les voit pas. Elles opèrent dans l'ombre. Tout ça, c'est les blessures anciennes, les trahisons, les promesses qui n'ont jamais été tenues, les déceptions, que ce soit personnelles, amoureuses, sur un taf, sur un projet, sur n'importe quoi. Tout ça, ça filtre notre perception du présent. Notre perception du présent va être filtrée par rapport à toutes ces boucles ouvertes du passé, auxquelles on n'a pas donné de sens, qu'on n'a pas complété. Et tant qu'elles ne sont pas reconnues, tant qu'elles ne sont pas vues, tant qu'elles ne sont pas complétées, elles vont complètement limiter le potentiel de création future. Complètement. Compléter le passé, pour information, c'est prendre ses responsabilités. Ça demande du courage. Ça demande de restaurer l'intégrité de quelque chose qui n'est plus en intégrité. Ça demande de se libérer de tous ces ressentiments. Ça ne veut pas dire oublier. Il faut que tu effaces le passé. Et le pire, c'est que je crois dans mon livre Comment changer, j'ai mis ce qui est cool avec le passé, c'est que le passé c'est du passé, il n'existe plus. Il y a de la vérité dedans, c'est 100% vrai d'ailleurs, c'est qu'une mémoire, il n'y a pas de trace physique du passé, il n'y a pas de rémanence du passé au quotidien. Mais la manière dont ça peut être perçu, c'est qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, je fais table rase du passé, le passé n'existe plus, je construis mon présent et mon futur. Ouais, ok, bonne chance avec ça ne fonctionne pas. Parce que ça a une emprise incroyable sur toi. C'est comme si par la seule force de ta volonté, tu disais « Ouais, pour la gravité, ça me fait chier, maintenant je vais commencer à flotter. » Parce que c'est fini ça. C'est fini ce sentiment de lourdeur. Ça ne fonctionne pas. Il y a des principes. Le principe est que le passé a de l'emprise sur toi. Mais si tu veux qu'il n'en ait plus, l'idée c'est pas de l'oublier. C'est simplement de se libérer de celui-là, de le compléter. Et pour ça, tu vois, ça nous emmène à la loi numéro 3 de la performance. C'est qu'un langage orienté vers le futur transforme la manière dont les situations apparaissent. La manière dont tu vas générer ton langage va littéralement changer les possibilités. La manière dont tu vois les situations. Le futur, en fait, il vit dans le langage. Les gens, ils vont agir en fonction d'un futur qu'ils vont estimer soit possible, soit inévitable, l'un des deux. Possible, c'est cool, inévitable, c'est une destinée, tu vois. Mais quand un leader déclare un futur, lorsqu'il fait un plan à 3 ans, lorsqu'il lance un nouveau projet, un nouveau produit, une nouvelle offre, un nouveau truc, en fait, il ouvre un nouvel espace de possibilités, il ouvre un nouvel espace pour l'action. Il ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qu'il fait. Là, il y a un nouveau terrain de jeu. Là, on peut créer des choses. On va, et regarde bien, enfin plutôt écoute bien les mots qui sortent de ma bouche. Imagine 2 leaders totalement différents. Un qui dit « Nous allons devenir la référence de confiance sur ce produit, sur ce service, sur ce marché. » Versus un autre qui dit simplement « Nous, d'ici 3 ans, on espère gagner des parts de marché parce qu'on est plein de bonne volonté. » On croise les doigts. J'en rigole, mais combien sont là-dedans? On espère regagner des parts de marché à la fin d'une grosse présentation PowerPoint devant un COMEX. Si on fait tout ça, on espère grappiller 5 points de parts de marché. L'espérance. L'espoir fait vivre, c'est une réalité. Sans espoir, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de vie.
Mais qu'est-ce que tu crées comme possibilité? Qu'est-ce que tu crées comme possibilité en disant j'espère que? Le langage du futur, c'est une déclaration. C'est je déclare. Je déclare un engagement, je déclare une vision. Il va façonner en fait ce que les gens vont voir comme possible. Et en fait, c'est ce qu'ils vont faire à partir de maintenant. Donc, le leader, il a un vrai pouvoir dont il ne se rend pas compte. Et c'est pas tant son charisme. Des personnes vont appeler ça du charisme, vont appeler ça de l'influence. Mais le leader, en fait, il a un pouvoir à travers les déclarations qu'il fait. Une déclaration, c'est pas une prédiction, c'est pas un espoir, on n'espère rien. Ça n'a même pas besoin d'être basé sur des preuves. C'est simplement un engagement qui est exprimé. C'est un engagement envers une possibilité d'un futur nouveau. Et plus on vit là-dedans, plus on vit au travers de cet engagement, plus on vit au travers de ces paroles, de cette possibilité, plus ça devient réel, plus ça devient possible. Les déclarations créent des possibilités. Et ça ne demande même pas de preuves. Des personnes vont appeler ça du mensonge, ça peut être vu comme un mensonge. Mais un mensonge, c'est pour cacher quelque chose une bêtise, une erreur, une complainte, un truc un peu dégueulasse qu'on a fait, un truc dont on n'est pas fier. La déclaration, c'est quelque chose dont on est fier, c'est une possibilité. C'est taking a stand for, comme ils disent aux États-Unis, comme Martin Luther King. J'ai un rêve. Ça, c'est une déclaration. Ça, c'est une déclaration. C'est croire en un futur plus beau, plus joyeux, plus radieux. Et c'est ce qu'un leader fait. Et tu vois, le leader, eh ben, il lead à travers son langage. C'est vraiment l'essence de la troisième loi de la performance. Le leader, il a la capacité à transformer la manière dont les personnes vont percevoir un événement, vont percevoir une situation. Il va transformer la perception des gens. C'est pas une question de charisme, c'est juste une question, on en revient au début en fait, une question de conversation. Et c'est des conversations qui passent systématiquement par les 4 mêmes étapes. C'est ça le rôle d'un leader. C'est pas d'avoir des réponses à tout. Le leader, il est là pour écouter. Il est là pour créer un espace. Il est là pour créer un espace dans lequel les gens se sentent libres de partager, libres d'avouer leurs erreurs, libres de construire quelque chose, libres de parler simplement. Parce que dans cet espace d'écoute, c'est là où le leader va être capable de voir au-delà des simples mots qui sont utilisés. C'est là où en fait il va rendre visible le futur par défaut de la personne qui est en face de lui. Même peut-être le sien, même peut-être celui de son organisation. Au travers de ces conversations, il rend ce futur par défaut visible. Une fois que ce futur par défaut est visible, il n'y a plus qu'à compléter le passé. Si le leader a eu des écarts, a eu des comportements qui n'ont pas été bien perçus, tu te souviens le concept d'occurrence, ça vient au-delà de la perception, mais qui a généré toute une manière de voir le monde dans l'univers justement, dans les yeux du collaborateur, ou si c'est dans une relation de couple avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, du moment où tu vois ce futur par défaut, ce qui est possible dans cet univers, dans cette relation, professionnelle ou pas, et que, une fois que ce futur par défaut est vu, que tu commences à compléter le passé, là, tu crées un terreau fertile. Tu peux faire la paix avec le passé. Tu peux le boucler, tu peux le compléter. Ça se fait au niveau d'une organisation. Ça se fait de manière large, à l'échelle, au niveau d'un board, au niveau de toute une entreprise, au niveau d'une petite équipe, au niveau de 2 associés. Ça se fait au sein d'une famille. C'est ce que j'essaie de faire avec la mienne. C'est de fonctionner à travers des accords, à travers un nouveau futur, à travers une nouvelle vision, à travers une conversation parfaitement assumée, où on se cache rien, où on se dit tout. Ça demande du courage, ça demande des nerfs, ça demande de l'abnégation, ça demande de la curiosité, ça demande de l'énergie. Mais c'est le seul moyen, et en tout cas le moyen le plus rapide et le plus efficace de faire changer les choses sur le long terme. Parce qu'une fois que le futur, enfin que ce futur est vu, que ce passé est complété, tu peux déclarer quelque chose de nouveau. Tu peux déclarer de nouvelles possibilités, tu peux déclarer une nouvelle vision, un nouveau futur, quelque chose de plus prenant, de plus vivant. Et après, le rôle du leader, c'est d'aligner. Aligner le langage, aligner les actions et aligner la structure qui va avec ce futur. Le leader, il n'est pas là pour motiver. Le leader, il est là pour inviter. Il est là pour inviter un nouveau futur. Et c'est tout ce qu'on appelle en fait une transformation. C'est tout ce que ça implique.
Ça se fait au niveau d'une entreprise, ça se fait à terme personnel. Au lieu d'imposer des règles, on instaure une vision. Au lieu d'imposer des grandes campagnes de communication bien fancy, bien jolies, bien brillantes, on va peindre sur les murs des slogans motivationnels, machin, ce qu'un leader veut, c'est les conversations authentiques. C'est savoir, c'est prendre la température à tous les étages. Ok, ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça compte? Comment est-ce que c'est perçu? Parce que si c'est mal perçu à certains étages, c'est des blocages d'énergie, ce sont des goulots d'étranglement. C'est là que les projets de transformation meurent, littéralement. C'est là où les possibilités deviennent des impossibilités. Parce qu'il y a un goulot énergétique bloqué. Il y a quelqu'un qui fait goulot d'étranglement. Souvent, c'est au sein du comité de direction. C'est quelqu'un qui est dedans mais qui fondamentalement n'y croit pas. Souvent, c'est quelqu'un qui a mal expliqué moi, mal retranscrit la vision, ou encore pire, c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est qui a balancé la vision une fois et dit c'est bon, ce sont des grands garçons, des grandes filles, ils ont plein de diplômes, ils sont bardés d'intelligence, ils ont compris, j'ai pas besoin de répéter. Faux. C'est le travail du leader, c'est la répétition et la clarté. C'est ce que je voulais te partager. Moi, ce livre, il m'a marqué, Les 3 lois de la performance par Zafron et Logan. Ça me marque encore, je suis très content de te le partager. Tu l'as vu, c'est pas une vidéo qui a pour but de faire des millions de vues sur YouTube, c'est pas une vidéo qui est faite pour la beauté. Je te partage le travail que je fais, je te partage le travail que je fais avec mon coach, je te partage son travail par répercussion, je te partage ce qui fonctionne. Ce livre, si tu veux le lire, c'est The Three Laws of Performance de Zafron et Logan. Il est basé sur les travaux donc, de Landmark Forum, qui est en fait la version New Age de EST, qui était le premier séminaire de Werner Erhard, le plus gros séminaire de développement personnel. Werner Erhard, personne ne le sait, mais c'est celui qui a inventé le coaching dans les années 60-70. Cette approche ontologique, à travers les mots, je t'invite vraiment à réfléchir aux implications que ça peut avoir dans ta vie, sur tes envies de changer, sur ton organisation, sur ton association, sur tes projets, sur ton entreprise, sur les relations au sein de ton board, ton comité de direction avec tes associés, parce que je te garantis que c'est un game changer.